Bonne année, c'est un peu en retard, hein, nous sommes au mois d'avril, mais on n'avait rien enregistré depuis lors, donc une bonne année à tout le monde. Cette vidéo que nous allons faire maintenant, on va aussi la faire en espagnol. Si vous voulez avoir en espagnol, il n'y a qu'à cliquer sur l'image qui possède le petit drapeau espagnol. Bon, euh, je vais vous parler d'une partie, je vais prendre mes lunettes évidemment, d'une, du troisième chapitre de mon livre, en fait de certains aspects du troisième chapitre de mon livre, qui, vous le voyez bien, le titre est en espagnol, hein, Les derniers jours de l'Empire aztèque. En fait, l'original a été écrit en français, mais bon, pour plusieurs raisons trop compliquées à développer ici, ça a été la traduction en espagnol qui a été publiée pour le moment. Voilà. Alors le troisième chapitre parle d'un sujet sur lequel on préfère être discret. C'est-à-dire, il y a les sacrifices humains, ça on en parle un petit peu. J'ai réuni autour de moi quelques sources que j'utilise dans mon livre. On en parle un petit peu. Par contre, le problème de l'anthropophagie, ça c'est très délicat. Donc, par quoi vais-je commencer? Peut-être par les protagonistes, à savoir Cortés, puisque Cortés, Cortés a écrit plusieurs lettres. Il a écrit plusieurs lettres au moment des faits. Donc évidemment, ça pose deux problèmes. Pour qui écrit-il ces lettres? Pour son roi, c'est-à-dire Charles Quint, premier d'Espagne, hein, Charles Ier d'Espagne, Charles Quint du Saint-Empire romain germanique. Et puis, le fait d'écrire sur le moment même fait que souvent, on passe certaines choses ou on préfère ne pas en parler. C'est exactement ce qui arrive dans les lettres de Cortés. Elles sont écrites à des fins politiques bien précises. Celle, évidemment, de relever son propre statut. Donc, il ne parle pas de ce que font ses alliés. Vous savez bien, Cortés, on n'aurait jamais entendu parler de Cortés s'il n'avait pas été sauvé maintes fois par Tlaxcala. Et l'armée, soi-disant entre guillemets espagnole, qui arrive à abattre les Aztèques, qu'on appelle Aztèques un peu par facilité, parce qu'en fait, ils s'appellent les Mexicas. On les appelle les Aztèques parce qu'au XIXe siècle, des historiens comme Prescott les ont appelés Aztèques, car descendants de Aztlan. Aztlan, qui est une cité qui n'a jamais existé, bien entendu, mais c'est une cité mythique. Ce ne sont pas les Aztèques. Eux, ils ne s'appelaient pas Aztèques, ils s'appelaient Mexicas. Bon, de temps en temps, je vais dire Aztèques, de temps en temps Mexicas. Et notre ami Cortés à peine touche le sujet. À un certain moment, quand il quitte Tlaxcala pour attaquer Tenochtitlan, la capitale mexica, lors de la deuxième expédition, donc après la Noche Triste, où les Espagnols ont tous failli se faire tuer, la première cité-État qu'ils arrivent à conquérir, qui est Tepeacac, pour fêter ça, les Tlaxcaltèques donnent un très très grand festin de bras et de jambes, puisque c'est ce qu'ils mangeaient, les bras et les jambes. Le tronc était donné aux animaux et les têtes étaient mises sur des murs de têtes, hein, des tsompanti, comme on les appelait. Il en touche un mot, à peine un mot. Donc Cortés, c'est pas qu'il ment, mais c'est qu'il y a beaucoup de choses qu'il ne dit pas pour des raisons parfaitement compréhensibles. Comment peut-il justifier auprès de son roi qu'il est allié à des cannibales pour lutter contre d'autres cannibales? Ça ne va pas. Ça ne va pas. Donc, par contre, si on veut savoir vraiment ce qui s'est passé, il faut lire Bernal Díaz del Castillo. C'est un conquistador qui non seulement a accompagné Cortés, mais qui a accompagné les expéditions antérieures à Cortés. Et ça fera l'objet d'une autre vidéo, parce que Cortés, il n'est pas arrivé là par hasard. Il y avait des expéditions antérieures à Cortés, il a réuni ces informations, donc il savait où est-ce qu'il fallait aller. Il y a eu des expéditions en 17, en 18, donc bien avant 19, bien avant son expédition à lui. Et Bernal Díaz del Castillo, il a été de toutes les aventures. Donc c'était quelqu'un de très important. Et c'est quelqu'un qui a écrit également une chronique, l'histoire véridique de la conquête de la Nouvelle-Espagne,
en réaction à Cortés. Parce qu'il disait, mais Cortés, il tire la couverture à lui et il passe sous silence des tas de choses. Il a écrit ce livre, cette chronique, 30 ans après les faits, donc c'est extrêmement complet. Et bon, il dit, dès qu'on est arrivé en contact avec les indigènes, on voyait partout des cages avec des gens à l'intérieur qu'on allait manger tôt ou tard. Alors, c'est très important de souligner ce petit aspect. Ce n'est pas du tout une invention des Aztèques. On a toujours tendance à dire, oui, les Aztèques, les sacrifices humains, l'anthropophagie. Non, tout le monde la pratiquait. Et les alliés des Espagnols aussi, hein, les Tlaxcaltèques aussi le pratiquaient. Évidemment, on n'en parle pas trop parce que ce sont les alliés des Espagnols. Comment est-ce que des chrétiens vont s'allier avec des anthropophages? Je fais le lien avec une encyclopédie. Voilà, bon, vous avez ici la version française, l'Atlas de l'Amérique précolombienne, mais en fait, c'est la traduction d'un atlas anglais édité chez Oxford et qui explique que l'anthropophagie, elle était déjà observable en 1000 avant Jésus-Christ chez les Olmèques. Donc, ce n'est pas nouveau, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Si on veut voir une vision précise de toutes les fêtes qui étaient faites, dans toutes les fêtes où on sacrifiait des gens chez les Aztèques, mais il faut absolument lire Bernardino de Sahagún. Bernardino de Sahagún, c'est un prêtre espagnol qui, comme pas mal de prêtres espagnols, ont passé une partie de leur vie à apprendre le nahuatl, qui était la langue du Mexique central, donc la langue des conquérants, j'allais dire, des Aztèques, hein, ils étaient conquérants, hein, l'Empire, c'était les Aztèques, et qui a passé 20 ans de sa vie à interviewer, donc c'est un ethnologue avant la lettre, hein, à interviewer les descendants des Aztèques, des Mexicas, de ceux qui avaient survécu après la chute de leur capitale, Tenochtitlan. Il a passé 20 ans à réunir des données. Il a écrit 12 livres, donc ça a été édité en 2 tomes. Donc vous avez les 6 premiers livres ici, tome 1, et puis les 6 autres dans le tome 2. Et bon, tout expliqué dans les détails. Tout expliqué dans les détails. Hein. Donc il n'y a absolument aucun doute à avoir là-dessus. Hein. Ça, c'est fondamental. En fait, d'une certaine façon, on peut dire qu'il a sauvé la culture mexica en faisant ce travail. Ce livre, il est connu surtout comme le Codex florentin, parce qu'il a disparu, ce livre a disparu à la fin du XVIe siècle, le début du XVIIe, est réapparu 2 siècles plus tard dans la bibliothèque de Florent de Médicis, de Laurent de Médicis, pardon, à Florence. Voilà, et donc on le connaît comme le Codex florentin, mais bon, en fait, c'est l'histoire générale des choses de la Nouvelle-Espagne par Bernardo de Sahagún, fondamental pour comprendre ce que faisaient les Mexicas. Alors, ce qui est intéressant, c'est, je vous ai dit au début, qu'on parle très peu de ce sujet. On parle très peu parce qu'il gêne. Par exemple, voici un courrier que j'ai utilisé, un numéro du courrier de l'UNESCO de 1492, dont le titre, vous voyez, c'est Redécouvrir 1492. En fait, on ne redécouvre rien du tout, parce que la question des sacrifices humains, elle est à peine mentionnée. On en parle à peine, il y a une dizaine de contributions, on en parle à peine. Et évidemment, la question de l'anthropophagie, ça n'existe pas. On n'en parle pas. Dans la même veine, il y a eu en 87 une extraordinaire exposition organisée à Bruxelles. Et ils ont sorti, moi je les avais achetés à l'époque, les 2 catalogues. Un catalogue de photos et un catalogue de contributions. Et c'est fait par le ministère, en collaboration avec le ministère de la communauté flamande, les musées royaux d'art et d'histoire de Bruxelles, évidemment l'ambassade mexicaine, l'aide financière de Lufthansa. Donc c'était vraiment quelque chose de très important. J'ai acheté en 87, j'ai acheté les catalogues à l'époque en me disant qu'un jour ça allait servir. Et dans les contributions, vous avez une dizaine de contributions dans ce catalogue. Je voulais attirer votre attention sur un des auteurs qui s'appelle rien de moins que Eduardo Matos Moctezuma. Donc probablement un lointain descendant de l'empereur Moctezuma. Alors c'est le seul
à parler des sacrifices humains. C'est le seul. Partout ailleurs, on n'en parle pas. Il n'y avait pas question, c'est le seul à en parler, mais pas un mot évidemment sur l'anthropophagie, hein, pas question. Hein. Voilà, on peut continuer ainsi longtemps. Par contre, je vais faire plaisir aux Français qui s'intéressent aux lettres classiques. Montaigne, voilà quelqu'un qui enfin en parle. Hein, ça, c'est assez extraordinaire. Dans les Essais, livre premier, chapitre 31 des cannibales. Je vous cite ce qu'il raconte parce que c'est quand même assez intéressant, ce relativisme culturel au XVIe siècle. Hein. Euh, où ils disent que ces nations sont bien moins barbares de ce que l'on voudrait dire. Chacun, donc je cite, hein, chacun rapporte pour son trophée la tête de l'ennemi qu'il a tué et l'attache à l'entrée de son logis, après avoir longtemps bien traité leurs prisonniers et de toutes les commodités dont ils se peuvent aviser. Celui qui en est le maître fait une grande assemblée de ses connaissants. Je lis comme tel. Hein. Il attache une corde à l'un des bras du prisonnier par le bout de laquelle il le tient éloigné de quelques pas de peur d'en être offensé. Et donne au plus cher de ses amis l'autre bras à tenir de même. Et eux deux, en présence de toute l'assemblée, le tuent, tue à coups d'épée. Cela fait, ils le rôtissent et en mangent en commun. Et on envoie des lopins à ceux de leurs amis qui sont absents. On ne sait pas s'il fait ça par la poste, par UPS, comment est-ce qu'il fait ça. Hein. Donc c'est extraordinaire. Voilà enfin quelqu'un qui en parle, hein, mais c'est au XVIe siècle. Hein. Voilà, le relativisme culturel de Montaigne, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Alors évidemment, qui en parle dans les détails, c'est le grand spécialiste français des Aztèques, et c'est évidemment Christian Duverger. Hein, c'est Christian Duverger. Moi, je l'utilise beaucoup dans le livre, il est très très important et c'est expliqué dans tous les détails. Donc, ce n'est pas, comme on dit souvent, une propagande espagnole contre les Aztèques, c'est un peu vite fait. Par exemple, ici, vous avez, le nom est espagnol, Diego Muñoz y Camargo, mais c'est l'enfant d'un officier espagnol et d'une noble Tlaxcaltec. Bon, il parle de l'histoire de Tlaxcala, mais il parle évidemment de ce que faisaient les Mexicas. Alors c'est rigolo parce que, c'est marrant parce que il parle des Mexicas, des Aztèques, comme si c'était les seuls à pratiquer les sacrifices humains et le cannibalisme, alors qu'ils le faisaient eux aussi. Entre parenthèses, cet enfant d'un mariage mixte n'est pas du tout une exception. Pas du tout une exception, parce que contrairement au monde anglo-saxon, je vous rappelle qu'aux États-Unis, les mariages mixtes ont été reconnus dans les années 1960. Hein, c'était interdit. Hein. Ce sont une culture de racines germaniques profondément raciste. Contrairement aux anglo-saxons, les Espagnols, dès la reine Elisabeth, donc Isabelle la catholique, donc nous sommes dans les années 1510-1520, avaient promu des lois pour faciliter, avaient sorti des lois pour promouvoir, on dit correctement, les mariages mixtes. Donc c'est parfaitement normal, c'est parce que chez les Espagnols, cette question de racisme n'existait pas. Ça n'existait pas. Chez les Espagnols, on était catholique, on ne l'était pas, tout simplement. Donc il y a des tas d'auteurs qui sont descendants de mariages mixtes, hein, d'officiers espagnols souvent, et de nobles indigènes, qu'elles soient de Tlaxcala, de Tenochtitlan, ou ainsi de suite. Voilà, donc c'est un sujet très délicat. Je finis simplement par, parce que là je vous ai parlé de tas de sources, je finis simplement par vous dire un petit peu comment ça se passait. Les chiffres les plus humbles parlent de 20 000 sacrifiés par an. Il y a un auteur historien mexicain contemporain qui s'appelle Zunzunegui, et qui parle de 40 000. Moi je me suis contenté des chiffres les plus humbles. Et une fois qu'ils étaient sacrifiés, selon un rituel bien précis, on évidemment leur coupait les bras, les jambes, la tête.
c'était les bras et les jambes qui étaient consommés, la cuisse droite étant considérée comme la partie la plus noble, elles allaient donc aux officiers les plus importants. La tête, elle était mise dans un mur de tête, hein, donc il y avait apparemment plusieurs murs de tête à Tenochtitlan. Et puis le corps était donné à des espèces de jardins zoologiques qu'ils avaient, où ils avaient des bêtes dans ces parcs-là. Voilà, alors il ne s'agissait pas du tout d'hommes préhistoriques en train de manger des os, comme on peut s'imaginer, absolument pas. Il y a des tas de recettes pour cette viande humaine, avec du maïs, avec du sel, donc c'était des plats en fait raffinés. Comme quoi, on peut avoir une civilisation aztèque, mexica raffinée, c'était bien le cas, et en même temps, consommer de la viande humaine, hein. Voilà, ça peut paraître contradictoire, ça peut paraître paradoxal, mais enfin, réfléchissez un petit peu, pensons à nous-mêmes, pensons à l'Allemagne qui a produit ces derniers siècles les plus grands philosophes, les plus grands peintres, les plus grands ingénieurs, les plus grands penseurs, et qui en même temps ont créé les camps de la mort, hein. Donc voilà, une chose n'empêche pas l'autre. Voilà, je vous remercie beaucoup, ça a été un petit peu long, et j'espère vous revoir bientôt. Au revoir.